Qu'est-ce que le beau? Et surtout, que peut-il ou doit-il nous apporter dans la période? Les designers veulent nous faire rêver, et pas seulement dans nos bâtiments ou dans nos meubles, mais aussi dans la vie quotidienne quand on fait nos courses. Et oui, le packaging, s'il est partout, est un art bien particulier. On en parle avec notre invitée Sylvia Vitale-Rota, fondatrice et CEO de Team Créatif. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché, essayons de comprendre les innovations qu'il traverse et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans Le Planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Sylvia. Bonjour Thomas. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, on va commencer par vous parler de votre parcours. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est que vous êtes né donc en Tanzanie de parents italiens, pour finir en 86 à créer ce groupe qu'on connaît aujourd'hui, Team Créatif, avec Nick Craig à Paris. Donc un parcours assez dense, qui a peut-être d'ailleurs, qui inscrit peut-être aujourd'hui vos créations et ce que vous faites aujourd'hui, qui les inspire et qui les porte. Racontez-nous un petit peu, vous êtes né en Afrique, qu'est-ce que ça vous apporte? Effectivement, je suis née en Afrique et avec une chance extraordinaire au pied du Mount Kilimanjaro. C'est-à-dire que elle nous a apporté, je pense, la liberté, la curiosité, cette envie de toujours croire dans la nature, de toujours utiliser la nature comme une force, que tout est possible. Et je pense que l'Afrique, il n'y a rien et pourtant il y a tout. Et c'est ça qui était pour nous peut-être ce qui nous a permis de faire les plus grandes choses, peut-être un peu courageux, peut-être un peu risquées, parce que là-bas, si on ne les fait pas, on ne peut pas survivre. Hein. Et voilà. Donc, je pense que l'Afrique m'a beaucoup apporté de resilience, de solidité dans la façon que nous avons osé appréhender l'Europe quand on est arrivé, les études et aussi, bien entendu, l'agence et la création de l'agence. Alors justement, vous avez passé la majeure partie de votre vie consacrée à l'agence que vous avez créée vous-même, hein, donc c'est un parcours assez étonnant. Finalement, vous avez eu très peu d'expérience avant pour travailler pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir toujours voulu rester à une société indépendante? Et qu'est-ce qui vous a mené rapidement à vouloir devenir vous-même indépendante à partir de 86? En Angleterre, quand on fait les études d'art, parce que moi je fais des études de design en Angleterre pendant 5 ans, on nous apprend de très 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 vite une grande autonomie, une grande responsabilité de notre rôle de designer. C'est-à-dire un designer doit absolument répondre, arriver à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément les siens, mais qui sont pour les gens qui vont utiliser ces produits ou ces marques. Et du coup, cette très forte indépendance, déjà par notre confiance de designer et qu'on savait ce qu'on faisait, a fait qu'au bout de nos études, j'ai fait 3 ou 4 ans dans une agence en Angleterre, qui d'ailleurs travaillait pour Renault, et il nous a envoyés à Paris pour faire les showrooms, pour faire le design des showrooms de Renault. Et on est tombé amoureux de Paris et on s'est dit, on vient en France et on parlait même pas français. Et c'est le fait de venir ici et de se rendre compte que le design était universel, qu'on n'avait pas besoin de parler français pour se faire comprendre. Et à l'époque, parler anglais, je parle il y a presque 40 ans, c'était quelque chose déjà de assez, pas unique, mais
on ne le trouvait pas partout non plus. J'ai eu une chance extraordinaire. Bien sûr, ma mère a refusé que je vienne à Paris juste comme ça. Et du coup, je me suis inscrite en fille au pair. Et je suis tombée fille au pair de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg. Et ça, c'est étonnant. C'est pas Oui, quelque chose de commun. Qu'est-ce que ça voilà. vous a apporté, cette expérience Fantastique, parce que d'abord, c'était un couple extraordinaire. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi connus que ça. J'ai vécu rue de Verneuil. Je suis très, très contente d'ailleurs que Charlotte va ouvrir la rue de Verneuil en musée, parce que c'est chez moi. Je vais revoir ma chambre au bout de presque 40 ans que je ne l'ai jamais vue. Ils m'ont donné à nouveau cette liberté. À partir du moment où je gardais les deux enfants, donc Charlotte et Kate, que je les amenais à l'école, que je leur nourrissais, que je leur donnais le bain et tout, eh bien, ils m'ont dit, Sylvia, continue ta carrière de designer. Et du coup, j'étais designer et ça m'a donné une confiance extraordinaire. Et c'est là où Nick m'a rejoint. Et c'est comme ça que nous avons créé donc notre agence de design parce que l'envie de faire soi-même. J'avais pas envie d'être tributaire d'un patron ou de quelqu'un qui nous disait comment faire les choses. Donc il y a une seule personne qui éventuellement peut nous dire, c'est le client, parce que lui, il a un brief, il a des objectifs, il a une marque, il a un problème à résoudre. Donc c'était ça notre rôle, et pas forcément avoir un patron ou quelqu'un à New York ou à Londres qui nous disait ce qu'il fallait faire. Donc voilà, we did it our way. Et voilà, donc on, la raison pour laquelle on a fait ce qu'on a fait. on- on parle beaucoup de Gainsbourg en ce moment, puisqu'on célèbre les 30 ans de sa disparition. Est-ce que cette période de votre vie dans la famille Gainsbourg, ça vous apporte des choses aujourd'hui dans la façon de créer? Oui, parce que quelque part, Serge était complètement atypique. Du coup, il disait toujours, but everything is possible. Tu veux le faire, mais tu le fais. Par contre, après, il défendait très fortement ses idées. Et, et du coup, il disait, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Mais si vous êtes convaincu, si tu es convaincu par quelque chose, il faut le défendre. Et ça nous a beaucoup aidé sur des gros, gros projets à défendre notre design, à défendre nos distinctive assets, parce que quand nous faisons de la création, nous ne faisons pas simplement quelque chose de moderne ou de joli ou de beau. Il faut que ça soit quelque chose qui va durer dans la vie, dans le temps. Et par exemple, quand nous avons créé le violet de la marque Whiskas pour le groupe Mars, pour les chats, ben, c'était très osé. Il n'y avait rien qui pouvait garantir qu'on avait raison. Eh bien, aujourd'hui, heureusement, parce qu'aujourd'hui, cette marque, elle est connue et reconnue dans le monde entier grâce à cette couleur. Donc il faut se faire confiance à soi-même et savoir face au client aussi assumer ses idées et peut-être le pousser aussi le client. Complètement. Alors, bien sûr, il faut toujours l'écouter, ça c'est l'évidence même. Il faut toujours accommoder parce que des fois, ben, il y a beaucoup d'interlocuteurs, surtout quand on travaille sur des grosses marques. Il faut les écouter. Dernièrement, par exemple, nous avons travaillé sur la vache qui rit. Nous avons refait complètement l'iconicité de la vache qui rit. Donc, il faut les écouter, mais il faut aussi avoir la conviction de ses idées, de sa recommandation. Même s'il peut y avoir des gens qui vont peut-être juger autrement, que ça soit pas moderne ou que ça soit pas assez quelque chose. Mais l'important, c'est de au moins avoir fait une analyse très profonde du consommateur, de la concurrence, de le besoin du produit, de la marque, de son contexte dans le monde international, et ensuite dire c'est quoi qu'il a besoin pour le rendre unique. Parce que c'est très difficile pour une marque d'avoir des signes distinctifs qui puissent le rendre unique et surtout pérenne. C'est pas un phénomène de mode. Hein. Et du coup,
cette conviction-là, elle n'est pas toujours facile. Mais souvent, on se rend compte que si on fait bien le travail, les consommateurs, dans les tests conso, qui, eux, fonctionnent à l'intuition, à l'attirance, la compréhension, eux, ils ne vont pas trop intellectualiser, eh bien, souvent, ils nous donnent raison. Et c'est peut-être ça aussi notre succès. C'est qu'on a réussi à avoir des très beaux succès et on a toujours des très beaux succès avec beaucoup de nos marques. Quand on pense au design, au mot design, et en dehors du secteur de la publicité, on va penser à l'architecture, aux meubles, aux objets. On ne pense pas directement au packaging, aux emballages, aux produits, que ce soit alimentaires ou autres, en tout cas aux petits objets qu'il faut aussi habiller. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, de diriger sur ce secteur-là? D'abord, on aime les gens, on aime la famille, on aime les enfants, les adultes. On adore leur donner quelque chose de beau pour peut-être des fois 50 centimes. Un pot de yaourt, un paquet de biscuits, des fois c'est 1 euro, 1,50 €. Et notre rêve, c'était de leur donner quelque chose de beau sur un produit quotidien qu'ils achetaient tous les jours. Parce que c'est quand même plus facile de faire du cosmétique ou du alcool, mais nous, on a toujours voulu être dans l'alimentaire pour les plus grands nombres. Euh, et dans le packaging, il y a quelque chose d'essentiel qui est le branding, c'est-à-dire le logo. Une marque a besoin d'un logo, il a besoin de... C'est son passeport. Sans le logo, avec des signes qui ont de la valeur, qui sont signifiantes, qui répondent à un purpose, à une signifiance, une marque a du mal à percer. Du coup, dans le branding, la première chose qu'on fait, c'est ensuite l'appliquer au produit, au pack. Et ce que la consommatrice achète, c'est un des très peu de médias où, en effet, on demande au consommateur d'acheter le pack. Il achète le produit, mais il achète le design, il achète le pack. Au lieu qu'en pub ou même en social media, il ne se rend pas compte que quelque part, il paye pour ça aussi. Là, dans le pack, il paye le pack. Et du coup, c'est important que ça lui donne quelque chose, l'émotionnel. Et puis, un autre problème qui est très important, surtout en alimentaire, c'est que souvent, nous avons des très grandes gammes. Et dans les très grandes gammes, il faut pouvoir distinguer les différents produits et aussi les différentes variétés, les différents goûts. Et tout ça, ça amène qu'un consommateur devient fidèle à la marque parce qu'il se retrouve, il navigue et il se retrouve dedans. Est-ce qu'il y a des tendances cette année que vous voyez, que vous avez envie, vous, d'exploiter et que vous allez proposer à vos clients? Oui, la grande tendance, mais qui est aussi un problème un peu physique, c'est la transparence, c'est-à-dire que de plus en plus, le consommateur veut voir ce qu'il achète, il veut voir le produit. Ouais. Du coup, on encourage nos clients de vraiment réfléchir à la structure du packaging, à la forme du pack, pouvoir permettre de la transparence, être écologique, sustainable. Nous avons créé un département éco-concept structural avec des ingénieurs pour accompagner nos clients qui ont besoin de faire cette transition. Il n'y a pas que le plastique qu'il faut arrêter, il faut le remplacer. Donc, ce besoin de transparence et aussi d'écolo, de sustainability est très important. Et cet élément-là fait qu'on rêve d'avoir des designs, des packs plus simples, plus immédiats, plus essentiels, plus signifiantes de le bénéfice du produit qui est dedans. Oui, parce que c'est dur aujourd'hui de faire un produit. Il y a beaucoup de réglementations, vous devez mettre beaucoup de choses dessus, au-delà du branding, du nom du produit, de la collection. Il y a toute une série de mentions obligatoires que les industriels se doivent d'écrire. Et puis effectivement, il y a cette question du produit lui-même
du packaging qui doit être moins plastique, plus écologique. Comment est-ce que vous pensez que vous allez réussir ce défi? Est-ce qu'il y a une matière magique qui va apparaître? Comment est-ce qu'on travaille Voilà. là-dessus? Il y a deux questions là-dedans. La première, c'est effectivement l'information qu'on donnait sous le pack à une époque. C'était vraiment de l'information trop marketée, trop marketing. C'était simplement pour valoriser, mais il n'y avait pas forcément la profondeur de l'information que le consommateur avait besoin. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, les clients arrivent à faire le tri des informations et il faut que les informations, qu'elles soient légales ou qu'elles soient pour le produit, soient signifiantes, très focused, très simples pour que le consommateur puisse se l'approprier. Et surtout bénéfique au consommateur, pas simplement pour vendre le produit, mais pour qu'est-ce que ça apporte au consommateur. Donc ça, c'est quelque chose de plus en plus le cas, heureusement. Au niveau des matières écologiques, c'est très, très compliqué. Parce qu'on peut avoir une matière qui est effectivement pas le plastique, qui est biodégradable et qui est totalement recyclable, sauf qu'il n'y a pas les stations de recyclabilité comme en Allemagne, par exemple, en France et dans beaucoup d'autres pays. En Asie, il n'y a pas les stations de recyclabilité. Donc, il faut à la fois créer et résoudre le problème avec des matières, des matériaux qui peuvent être sustainable, mais aussi pouvoir les recycler, pouvoir les faire quelque chose avec. Sinon, ça devient polluant au même niveau. Et le biodégradable, qui est bien très avancé, ben, il faut aussi pouvoir le produire en grande quantité. Donc, c'est une très grosse challenge pour l'industriel d'accommoder des usines, des chaînes de fabrication avec des coûts de plus en plus challenged. Hein, il faut faire attention. Des matières qui sont très valables, mais qu'il faut encore complètement valider. Et aussi, surtout, la recyclabilité, qui devient de mieux en mieux, mais qui est quand même encore au début. L'important, c'est de bien être conscient de ne pas faire des fausses solutions. C'est-à-dire, on a la matière qui est un miracle, mais après, on ne sait pas comment la recycler. Et c'est pour ça qu'il faut, ou elle utilise des ressources naturelles qui fait que on épuise. Voilà. Oui, à la limite, il faudrait peut-être avoir un plastique un peu classique, mais qu'on sache recycler à 100%. Exactement. Et qui ne va pas non plus utiliser des nouvelles ressources naturelles qu'il faudrait peut-être les utiliser pour d'autres choses. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons fait une association et nous espérons même d'aller plus loin avec une agence en Angleterre, à Londres, avec des ingénieurs qui sont des ingénieurs qui parlent CAPEX, hein, qui parlent finance, qui parlent chaîne de production et surtout de capacité et pas simplement le fait de one use plastique est fini et qu'on change. Non. Alors, depuis 1986, quels sont les dispositifs et les défis clients qui vous ont rendu le plus fier au rendu? Oh, je pense qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous deviez en choisir quelques-uns. Ben, je pense qu'un de nos plus gros challenges, je dirais, était d'accompagner la France dans la Coupe du Monde en 98. On n'avait jamais fait ça avant, mais on a fait un grand événement à côté de Danone pour effectivement la Coupe de 98. Personne pensait que la France allait gagner et c'était fabuleux. Donc, ça a été une très belle aventure de design, bien sûr, pour faire tout le branding sur les stades, tout le branding sur les produits, etc. Ensuite, comme je vous ai dit, le grand succès de Whiskas, nous avons quand même sauvé cette marque en lui donnant une identité très forte. Je pense que depuis des très belles relations, vraiment très très long terme avec nos clients, donc parmi eux, ben, il y en a beaucoup. Je ne peux pas tous les citer, mais des gens comme Royal Canin, où on a effectivement rendu beaucoup de noblesse à cette marque en France,
et dans le monde entier. Nous avons complètement refait à plusieurs reprises la marque Bjorg, donc mieux manger, complètement plant-based, complètement naturel et Biologique. biologique. Très beau succès. Pour Bonduelle, on a accompagné Bonduelle depuis presque 20 ans maintenant et ça devient de plus en plus fantastique parce que eux aussi ils vont vraiment se dédier au plant-based, à donner encore plus de possibilités aux consommateurs d'être flexitariens ou végétariens, mais de Puis c'est bien manger. intéressant, j'imagine, parce qu'on travaille, quand on travaille pour Bonduelle, j'imagine beaucoup sur la conserve, et qui est un produit qui a un design intéressant de base, avec sa forme ronde. Voilà, il y a peut-être aussi des choses à imaginer autour Bien de ce... sûr, bien sûr, il y a le plus gros challenge que vous venez de dire, c'est de révolutionner la conserve. Donc ça, c'est fantastique. Mais c'est aussi pouvoir aider les consommateurs à savoir comment cuisiner les légumes, leur donner des recettes végétales, plant-based, déjà préparées, prêtes et bons. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Nous avons également beaucoup travaillé pour les galettes Saint-Michel, un très beau travail qui a redonné beaucoup de signifiance à cette marque et beaucoup de succès également. Donc ça, on en est très fiers. Nous travaillons pour Kinder, c'est nous qui avons réussi à changer le petit garçon de Kinder que vous connaissez tous. Ce petit garçon, il avait 56 ans, donc c'était le temps de changer le petit garçon. On a fait des tests dans le monde entier, 3 ans de tests avec des garçons fabuleux, et nous avons donc atterri sur le dernier qui est Picaboo, qui est un petit garçon qui fait coucou, très dynamique, très espiègle, et que la famille Ferrero a eu beaucoup de mal à accepter, mais à la fin, ils ont vu l'intérêt des cochons. Ils voulaient pas se débarrasser, ils avaient du mal à lâcher le premier. Oui, ça c'est toujours un grand problème. Le gros succès, bien sûr, de la vache qui rit, donc elle était déjà iconique, hein, mais nous l'avons rendue encore plus iconique et ça s'est senti tout de suite dans les ventes dans le monde entier. Donc ça, c'était très bien. La bouteille Volvic, donc nous avons quand même refait la bouteille Volvic en économisant des tonnes et des tonnes et des tonnes de POT. Et nous l'avons surtout renforcée parce que nous avons créé une sorte de volcan au milieu de la bouteille. Il y a un rétrécissement, comme si c'était le volcan. Donc quand on prend la bouteille dans les mains, ça se rétrécit, mais en effet, c'est les pentes du volcan. Donc, on a rendu Volvic dans sa forme, dans son âme, cohérente avec la marque. Et puis, c'était très fort parce que ça a été un gros succès. Et ensuite, ça a été décliné sur tous les formats, 1 litre, 25, 8 litres, etc. J'ai envie de revenir, vous avez Le cité logo beaucoup Danone, donc c'est nous qui avons fait le logo Danone. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de revenir au chat parce que ça m'intéresse. J'adore les chats. Whiskas. Pourquoi est-ce qu'on décide foncièrement, comment est-ce que vous avez dit c'est le violet? C'est venu comment? Vous voulez que je vous le dise? Bien sûr. Alors, il y a 2 histoires. La première histoire, c'est l'histoire, je dirais, émotionnelle. Nick et moi, on avait travaillé toute la semaine, y compris le week-end. C'était, je dirais, 21h dimanche soir. C'était en quelle année? En 90. Voilà. C'était, non, même avant. Non, 90. About 90. On avait travaillé tout le week-end. C'était 21h un dimanche soir. Ma fille, qui est là aujourd'hui, qui a 35 ans, était par terre en train de jouer avec sa Barbie. Et je dis à Nick, je n'ai ras-le-bol, ça fait tout le week-end qu'on travaille, on n'arrive pas à trouver cette couleur unique. Je vais la faire violet, si c'est bon pour Barbie, parce qu'elle était par terre en train de jouer avec Barbie, c'est bon pour Whiskas. Et du coup, voilà comment le violet s'est retrouvé sous cette dernière maquette que nous avons envoyée le lundi matin à Washington.
Donc à John Mars. c'était du hasard. Voilà, à John Mars. Et on lui a dit, Dear Mr. Mars, voilà notre recommandation. Le violet, c'est une couleur unique. Et voilà, c'est notre recommandation. Et du coup, John Mars, il a dit, It's my gold, et je fais ce que je veux avec, donc oui, je vous crois. Et il a dit, allons-y pour le violet. On a fait toutes les maquettes, on a fait toutes les gammes, et ensuite, bien entendu, on est allé dans la profondeur de la signifiance de ce violet. Et c'est là où on a trouvé que souvent l'intuition, elle est très forte, parce que le violet, c'est l'équilibre total entre le bleu, le cyan, et le rose, le crimson. Donc, quand on mélange les 4 couleurs premières, il y a le jaune, le jaune, le bleu, le vert et le rose. Quand tu mélanges le bleu et le rose, ça donne violet. Et c'est exactement le caractère d'un chat. Il est ultra indépendant, donc ça c'est le bleu, et il est aussi ultra affectif quand il veut quelque chose, ça c'est le rose. C'est le contraste de la personnalité des chats. Ils sont ultra indépendants, froides, ils vivent leur vie, et ultra collants quand ils ont envie de câlin ou ils ont envie de manger. Et quand on analyse la couleur violet et on analyse le caractère du chat, plus le côté mystique du violet, le côté très noble, c'était la couleur ecclésiastique, c'est quelque chose de très royal, ben c'est comme un chat. Un chat, il est son propre patron. Donc, on a tiré toutes les fils de cette signifiance et ça a aidé à convaincre ensuite tous les marketeurs, tous les pays, tous les stakeholders qui n'étaient pas... John Mars, il avait 90% de la décision, hein, mais bon, il fallait quand même embarquer tout le monde. La couleur a été challengée. Pendant au moins les premiers 6 mois que les produits étaient en ligne, il y a eu une descente aux enfers des ventes. Ça a été catastrophique. On a été haïs par tous les marchés. Et puis doucement, ça a repris. Et ça a été un très, très gros succès. Voilà. Vous en avez d'autres, des histoires comme ça, où vous avez créé quelque chose à base d'une intuition? Oui, on a fait un très, très beau travail au Brésil pour la marque Sadia, parce que nous avons effectivement très vite avec Nick, nous avons pas très vite, 20 ans après, on a créé Team Créatif Sao Paulo. Pareil, on est parti en vacances, on est tombé amoureux des Brésiliens, on est tombé amoureux du pays et on a décidé d'ouvrir une agence au Brésil. On ne parlait pas un mot de portugais brésilien, mais on a rencontré quelqu'un et grâce à Danone, les biscuits et aussi le dairy, on est allé au Brésil et nous avons donc créé une agence là-bas. Aujourd'hui, on est 100 personnes et on est number one independent agency branding packaging au Brésil. Et nous avons eu tout de suite après Danone la plus grosse marque alimentaire qui s'appelle Sadia. Et Sadia, c'est une marque qui fait du poulet, plein de viande, plein de saucisses, plein de produits alimentaires, de plats cuisinés. C'est un peu une énorme société qui fait tout ce qui est alimentaire, de burgers, de plats cuisinés, de légumes, de poulet, de dinde, vraiment tout. Et ils avaient un S, un magnifique S qui était leur logo. Eh bien, on a utilisé cet S sur le branding de toutes leurs packs comme étant la rivière de l'infini, la rivière de la vérité. La marque vous a porté, grâce à cet S, tous ces produits, toutes ces variétés, toutes ces gammes. Et au début, pareil, ils voulaient plutôt oublier le S. Il était rouge, il était très bien, une très belle forme. Et doucement, on a à nouveau convaincu le client de l'importance de cette S et au contraire de la rendre unique. Et aujourd'hui, c'est leur point de repère et depuis beaucoup d'années dans les lignières brésiliennes qui sont extrêmement chargées, bien sûr, de produits. Donc c'est d'abord une intuition et puis après on essaye de justifier cette intuition en cherchant des éléments objectifs. Ça marche toujours de faire ça ou est-ce que des fois on se dit en fait je me suis complètement trompé?
Je pense que c'est beaucoup, beaucoup d'intuition et ensuite, et en même temps, presque, beaucoup, beaucoup de pertinence, parce que l'intuition est souvent née de pertinence, hein. Elle n'est pas juste inventée, hein. L'intuition vient d'une pertinence très forte. Après, il faut effectivement la défendre. Par contre, il y a des fois où il y a des circonstances. euh, Par exemple, on l'a eu dernièrement sous Pago, la marque de jus de fruits de Eccles Granini, où là, c'était vraiment la pertinence de dire comment on peut faire que cette marque devienne encore meilleure de ce qu'elle était déjà. Et du coup, là, il y avait beaucoup de profondeur pour puiser dans la marque, pour lui ressortir le mieux possible, pour ensuite lui redonner sa force de pionnier. Sur Bonduelle, par exemple, nous, on travaille beaucoup, beaucoup de temps avec eux. C'est un peu le même travail qui va être fait ou qui doit être fait. Est-ce que vous avez... Quelle est votre définition du beau, Ah, finalement? alors, la définition du beau, il faut faire très attention avec ça. Parce qu'il y a des gens que c'est moderne, donc c'est beau. euh, c'est romantique ou c'est nostalgique, donc c'est émotionnel, donc c'est beau. C'est coloré, donc c'est beau. Il faut faire très attention à ça. Est-ce que c'est Euh, subjectif, le beau, ou est-ce que vous pouvez dire, vous, qu'il y a quand même tout un tas d'éléments très factuels qui font que c'est beau? oui, c'est les règles du design. Les règles du design, c'est l'équilibre, c'est l'esthétisme. C'est vraiment, en design, il n'y a pas 50 000 façons de faire quelque chose. Soit c'est juste, et c'est juste, soit c'est pas équilibré, c'est pas juste, et du coup, il peut pas être beau. Donc cette règle-là, euh, ça peut s'appliquer à quelque chose qui coûte 50 centimes comme à quelque chose qui peut coûter 300 000 euros. C'est pas le prix, c'est est-ce que c'est équilibré ou pas. Et le plus beau exemple du beau, c'est la nature. Là, quand vous regardez la nature, il n'y a jamais quelque chose qui n'est pas exactement parfait. Regardez la nature, peu importe ce que vous regardez, c'est exactement bien. Même quand il y a des feuilles qui tombent par terre, eh bien les feuilles, la façon qu'ils sont tombées par terre, c'est esthétiquement, c'est beau. Voilà. Et Comment on fait pour imiter la nature, justement, et trouver le juste et l'équilibre? Est-ce qu'il y a des méthodes? Comment est-ce que vous faites? ben, c'est-à-dire qu'on essaye on essaye d'être contemporain. Ça, c'est très important, être au goût du jour. Mais on essaye de ne pas se faire prendre dans ce spirale de ce qui est juste moderne et que dans un an, dans 2 ans, il est déjà pas moderne. Donc, c'est un élément qui fait prendre conscience de l'esthétisme, du beau. C'est à quel point quelque chose qui est bien équilibré, qui est juste, il est pérenne. Et on voit ça sur des très très belles grandes marques. Et je dirais que c'est ça notre plus gros challenge, c'est de savoir équilibrer l'évolution d'une marque, savoir l'amener là où il faut l'amener, tout en douceur, mais aussi en ayant le courage d'y aller, et savoir toujours lui donner plus que ce qu'elle avait avant. Et le consommateur, là, quand c'est testé, il adhère. C'est pas juste changer pour changer. Est-ce que le risque aussi, et ce sera ma dernière question, d'aller vers ce que recherche la société, d'être dans l'air du temps, ça ne mène pas à une espèce d'hygiénisme, de puritanisme dans le design qui fait que tout se ressemble? On a plein de logos aujourd'hui où la typologie est la même, enfin presque, sur fond blanc, texte noir, très clair, avec des espaces entre les lettres. On les connaît tous, ces logos. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi est-ce qu'on va vers ça? Mais ça, c'est le gros danger.
Ça, c'est le gros danger. On passe notre temps à expliquer aux clients qui, des fois, nous demandent ça. Ils pensent que c'est moderne, ils pensent que c'est ça ils ont besoin. Et en effet, ils ne se rendent pas compte que oui, là, tout de suite, peut-être c'est bien, mais qu'en effet, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de caractère, beaucoup d'esprit, beaucoup d'unicité. Et il y a une chose qu'on dit toujours aux marques, restez fidèles, faites attention, restez fidèles à vous-même, restez fidèles à ce qui est votre racine et ensuite amenez là où vous voulez. Mais ne vous déguisez pas en faisant ce côté très puriste. Alors, il y a certains domaines dans lesquels on pourrait éventuellement dire que ça fonctionne, mais même dans les marques de mode, les très belles marques de mode qu'on va se rappeler dans 10-15 années, ils ont tous leur caractère. Et puis il y a toutes les autres qui ont tous copié un contre l'autre et que eux sont effectivement très passe-partout. Et c'est côté très homogène est très dangereux pour les marques. Surtout que ça les représente pas parce que entre un Balenciaga, un Chanel, un Yves Saint Laurent qui aujourd'hui ont presque les mêmes logos, les collections sont pas les mêmes, le style n'est pas le même. Donc ils veulent pas prendre de risques sur leur branding. Ils ont peur de faire quelque chose de pas assez lisse et de trop provoquer. Je pense que la mode entraîne la mode. Donc, par exemple, il y a une grande marque qui décide de faire la simplicité, de faire cette pureté. Les autres vont un peu suivre. Mais les très belles grandes marques ne vont pas forcément suivre de la même manière. Et c'est ça le secret entre une marque comme Louis Vuitton ou même, comme vous dites, Balenciaga ou même Hermès qui se sont remis au goût du jour. Ils n'ont pas perdu leur caractère, leur spécificité par rapport à d'autres qui ont effectivement lissé au point qu'ils deviennent comme tous les autres. C'est très... en alimentaire, c'était un peu la même mode. C'était toutes ces marques qui nettoient complètement leur branding, ils perdent beaucoup en échange et après ils se rendent compte qu'au bout de 3 ans, ils ne sont pas très différentes des autres marques ou des marques distributeurs qui, eux, par contre, peuvent se renouveler tous les 2 ans, il n'y a pas de problème. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Sylvia Vitale-Rota, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'était passionnant. À vous. Merci. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. À très très vite.